Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette dernière édition 2017-2018 de Sport Express. Salut François. Salut Alex, belle casquette des Red Sox. Oui, c'est ma bonne vieille casquette des Red Sox. J'arrive de Boston, en fait, New Hampshire, dans les Hamptons. Oui. Ça a été bien, un beau gros voyage bien organisé. Match des Red Sox samedi soir. Moi, je vais te dire quelque chose, là. Bring back the Expos. Non, je te le dis, Claude, ça prend du baseball à Montréal. L'ambiance qui est alentour. Vous étiez en famille, en plus. Je vais te dire quelque chose, là. Si on trouve que c'est cher au Centre Bell, le stationnement, 50 $. Oh my God. Je voulais m'acheter... Oui, exact. Je voulais m'acheter... Il faisait froid un peu. Je voulais m'acheter un hoodie, une espèce de chandail capuchon des Red Sox. Le moins cher était 75 $ US. La casquette, je voulais m'en acheter un autre. La casquette des Red Sox que j'aurais trouvé chez Lids pour faire de pub ici, qui m'aurait coûté 35-40, coûte 55 US là-bas. OK. Alors, non, sérieusement, là, oui, c'est cher au Centre Bell, mais quand même. Hey, je montre une photo ici, John Paul Morosi, journaliste, le Renaud Lavoie de Fox Sports, parce que c'était un match national, donc partout aux États-Unis. Quand il est descendu, on voyait qu'on était une gang de francophones, puis il a dit « Boys, 5 years ». Lui il est convaincu 5 ans avant le retour des Expos. Hey, belle émission, François, que tu as tournée toi-même. Oui. Merci, parce que je suis arrivé un peu en retard. Écoute, avec Guillaume Lefrançois, merveilleux livre. Oui, qui a écrit la biographie de Chantal Maccabé, qui s'appelle « Désavantages numériques ». Et en deuxième partie de l'émission, on va parler du métier de Guillaume, qui est journaliste à la presse. Il est sur le beat du Canadien de Montréal, donc plusieurs anecdotes à nous raconter. Voilà, donc on s'arrête tout de suite. Un bon 20-22 minutes. Plein d'anecdotes également avec Guillaume Lefrançois. Tel que mentionné en introduction, j'ai la chance de recevoir mon ami Guillaume Lefrançois, qui est journaliste à la presse, qui couvre le Canadien de Montréal. Mais en première partie d'émission, on va parler du livre « Désavantages numériques », qui est la biographie de Chantal Maccabé, écrite par Guillaume Lefrançois. Bienvenue à Sport Express. Salut François. Salut Guillaume. Écoute, on ne rentrera pas dans les détails tout de suite du livre. Moi, j'aimerais te lancer en partant pour savoir comment le processus s'est fait pour écrire un livre comme ça. Tu couvres le Canadien, Chantal le couvre également pour RDS. Est-ce que la connexion s'est faite automatiquement? Bien, pas automatiquement, parce que ça fait quand même... j'ai connu Chantal en 2011, quand j'ai commencé à couvrir le Canadien. Donc, ça a quand même pris un certain temps. L'idée est venue, je te dirais... Il est arrivé quelques événements pour lesquels j'ai dû interviewer Chantal pour des articles dans la presse. Quand Jacques Demers a fait son premier ACV, où là, je lui ai parlé, puis bon, c'est pas long quand tu parles à Chantal que tu réalises rapidement qu'elle a beaucoup d'histoires à raconter, que ça fait quand même 35 ans qu'elle est dans notre milieu. Donc, elle a du vécu, beaucoup de choses à raconter. Puis Chantal, c'est en soi une personnalité qui est très, très populaire puis qui fascine les gens. Donc, moi, je voyais cette personne-là qui avait beaucoup de choses à raconter, pour qui le public avait un intérêt. Donc, c'est comme à ce moment-là que dans ma tête, l'idée m'est venue. Donc, j'en ai parlé à du monde. Tout le monde me disait, ben oui, je pense que ça serait une bonne idée, tout ça. J'ai approché Chantal, un cold call, comme on dit en marketing. Comment l'approche s'est faite? Parce qu'on peut lire dans le livre que tu dis dans le livre que tu as toujours été intimidé par Chantal Maccabé. Elle t'a intimidé en tant que... En fait, j'étais intimidé avant de la rencontrer. Après ça, depuis que je suis sur le beat, ça va, elle est aucunement intimidante une fois que tu la connais. Là, ça, c'est tout à fait correct. Donc non, on se connaissait plutôt, puis c'était simplement un printemps comme ça, le hockey était fini, puis j'ai juste envoyé un petit mot. Salut Chantal, peux-tu m'appeler quand tu as 3 minutes? Je veux te parler d'un petit projet. C'était comme ça, c'était vraiment cold call. Elle m'a appelé, puis tout de suite, elle a dit, ben écoute, penses-tu vraiment que j'ai quelque chose à dire pour remplir un livre? Je dis, ben je pense que oui, là, on va en parler, mais moi, je suis pas mal sûr que oui, avec toutes les personnes que tu as connues dans ta vie. Tout ça, donc finalement, elle a accepté. On a été dîner là, avant de commencer les entrevues officiellement. On a été dîner ensemble pour vraiment regarder quels aspects de la vie qui pourraient être intéressants, tout ça, où elle voulait aller, où elle voulait pas aller. Puis très rapidement, on s'est bien rendu compte qu'on allait avoir clairement assez de contenu, que ça ne serait pas un problème. Parlons un petit peu, avant de parler du processus des entrevues, j'aimerais que tu me parles, c'est la maison d'édition Urtubise qui a édité le livre.
Comment ça fonctionne, le domaine de l'édition comme ça? Est-ce que toi, tu as rencontré Chantal et par la suite, tu approches des maisons d'édition? En fait, notre homme, notre intermédiaire, notre entremetteur, je peux dire, c'est Luc Gélina, qui est très proche de Chantal et qui a une très bonne relation avec Urtubise parce qu'il publie, c'est chez Urtubise qu'il publie ses romans jeunesse depuis des années. Donc, quand on en a parlé à Luc qu'on avait ce projet-là, tout de suite, il a dit à Chantal, regarde, va chez Urtubise, là, je vais te donner le contact, ça allait de soi, puis ça a été naturel. Puis avant même qu'on contacte la maison d'édition Urtubise, Luc leur avait déjà parlé du projet, tout ça, puis il a dit, regarde, le match-up Chantal, de quoi, puis eux, je pense que dès qu'ils ont entendu le nom Chantal, ils n'ont pas eu... Ça a été quand même assez vite pour les convaincre, ils n'ont pas eu besoin de... Parlons un petit peu du processus d'entrevue. Hein. C'est un livre de près de 300 pages. Ce n'est pas le fruit de seulement une rencontre, non. ça, là. Avec Chantal en soi, il y a eu 12 entrevues. Wow. J'ai interviewé une vingtaine de personnes également qui ont côtoyé Chantal à tout plein de moments de sa vie, à plein d'étapes de sa vie. J'ai parlé à sa famille. Donc, c'est tout ça mis ensemble, plus des recherches que j'ai faites de mon côté. Quand Chantal me parlait de certains événements, j'allais regarder dans les archives de la presse ce qui s'écrivait à ce moment-là pour avoir une meilleure idée. Même chose pour quand on parle de l'ouverture d'RDS. J'ai fait une petite revue de presse aussi, voir qu'est-ce qui se disait dans les médias à l'époque sur l'ouverture d'RDS. Donc, c'est un mélange de tout ça. C'est évident que les entrevues, ça a été pour moi, la partie vraiment la plus agréable de tout le processus. D'abord, les 20 personnes interviewées, il y a des personnes là-dedans que je ne connaissais pas du tout, que je connaissais de réputation, mais que je ne connaissais pas. Par exemple, Michel Lacroix, qui travaille à RDS depuis les tout débuts. Je le connaissais pour le voir à la télé, puis toujours, je n'avais jamais parlé. François Bessette, même chose. C'est des personnes à qui j'ai parlé, puis que j'ai découvert de très, très bonnes personnes. Sinon, ça m'a permis également de connaître des personnes que je connaissais déjà, mais de connaître davantage leur parcours. Par exemple, Marc Labrec, même Renaud Lavoie, c'est des personnes qui sont proches de Chantal, que je connais, que je côtoie, mais en faisant les entrevues comme ça, je leur demandais également de me parler de leur parcours. Donc, il y a ça qui était le fun. Puis, les rencontres avec Chantal, ça, c'était vraiment, ça variait. Des fois, c'était chez elle, des fois chez moi. On en a fait une ou deux en auto, où elle m'amenait dans les quartiers où elle a grandi. Elle m'a montré ses 2 premières maisons, tout ça. Donc, ça c'était vraiment le fun. Puis, je pense, probablement l'entrevue la plus divertissante qu'on a faite, c'était à RDS. On nous a prêté une salle de visionnement et on a regardé ensemble le tout premier Sport 30, dont on parle quand même beaucoup dans le livre. Mais c'est ça, on l'a regardé ensemble au complet de A à Z avec les publicités. Donc, puis de regarder ça avec elle, Chantal, je pense, ne l'avait jamais regardé depuis la diffusion en 89, finalement. Donc, de regarder ça ensemble, c'est sûr que ça a énormément activé sa mémoire, ça lui a rappelé plein de trucs. Donc, c'était vraiment, vraiment enrichissant de faire ça en particulier, de regarder ça ensemble. Est-ce qu'il y a des moments, Guillaume, qui ont été peut-être plus difficiles durant le processus d'entrevue ou peut-être plus... que Chantal aurait pu avoir de la peine, lui remémorer des souvenirs. Tu parles de Jacques Demers ou tu... Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr que ça, justement, on parle de Jacques, mais pour parler davantage de Jacques, on a fait une entrevue même à 3, ça c'est la seule fois qu'on a fait ça, mais le frère de Jacques est venu. Donc c'était moi, Chantal et puis Michel, son frère. Donc on a parlé de Jacques comme ça, puis c'est ça qui m'a un peu permis de connaître beaucoup plus la relation qu'il y avait entre eux, puis d'en parler davantage. Donc c'est sûr que oui, ça c'est venu avec des parties plus émouvantes. Quand Chantal m'a parlé du décès de son père aussi, c'est des choses qui la touchaient beaucoup. Mais pour le reste, Chantal, c'est quelqu'un qui aime rire, c'est quelqu'un de très, très jovial. Donc, nos entrevues, c'était ça. On riait beaucoup. Elle me racontait des anecdotes qui étaient drôles. Puis, Chantal... Discussion entre amis. Discussion entre amis. Puis, de toute façon, Chantal a cette qualité-là de rien dramatiser, je pense, dans la vie. Ouais. Donc, même les choses pas cool, les épreuves, les obstacles, elle n'en fait pas un plat. Puis, ça se reflétait également dans les entrevues. Puis, si bien souvent, c'était même moi qui devais gratter un peu. Oui, mais là, telle affaire, comment tu te sentais? Ah, non, c'était correct. Oui, mais, tu sais, puis non, c'est ça, Chantal. C'est pas quelqu'un qui se laisse beaucoup affecter par les obstacles comme ça, puis elle les contourne, puis elle les dramatise pas. Quelqu'un qui n'a pas eu encore la chance de lire le livre sans nous dévoiler de scoop, de punch, les gens doivent s'attendre à quoi comme lecture dans une biographie comme ça? C'est sûr que, premièrement, on s'est beaucoup penché sur son parcours professionnel et surtout ce qui touche le sport. Chantal trippe
tripe sur le sport, puis ça fait 35 ans qu'elle est journaliste, donc c'est normal que ce soit ça le centre de la vie, du livre. Oui, on parle quand même de sa vie personnelle, de ses enfants, de ses parents, de sa famille, tout ça, mais ça demeure très majoritairement porté sur son parcours professionnel. Donc, c'est ça la principale chose. Mais je pense que quand on pense à tous les thèmes qui sont abordés, il y a de la conciliation famille-travail là-dedans, il y a toutes les questions d'intimidation par les réseaux sociaux, les relations hommes-femmes, les femmes dans des milieux où elles sont minoritaires. Donc, il y a vraiment tout plein de thèmes comme ça qui, à notre avis, puis c'était ça le but du livre, peuvent aller chercher des gens au-delà des fans de sport et des auditeurs, des personnes qui écoutent RDS depuis toujours. C'était ça le but. Puis d'ailleurs, dans toutes les entrevues qu'on a données au moment de la publication, Chantal a accordé une entrevue. C'était avec, je me souviens pas, c'était 7 jours, dernière heure. Bref, avec un magazine. Puis c'était une journaliste française une Française établie au Québec qui ne connaissait pas nécessairement beaucoup le hockey, le Canadien, puis notre culture sportive québécoise. Puis elle-même a dit à Chantal, j'avais aucune misère à suivre le livre, puis je me retrouvais quand même Donc, les gens qui ne suivent pas le Canadien de Montréal, qui ne suivent pas le hockey, vont quand même se retrouver dans ce livre. C'est ça le but. C'était ça notre but. Puis ma mère, même chose. Ma mère n'est pas une grande mordue de hockey. Elle a lu le livre parce que c'est ma mère. J'espère qu'elle l'a lu. C'est ça, exact. Puis non, mais donc, elle a aimé, puis elle n'a pas senti qu'elle avait de la misère à suivre parce qu'elle ne connaissait pas par cœur le Canadien des 30 dernières années. Rapidement, parle-moi un petit peu du lancement et du boom qu'on a eu. Hein. On a vu Chantal, à Tout le monde en parle. On a vu Chantal un peu partout. Toi, on t'a pas vraiment vu, donc je suis content de t'avoir à la caméra. C'est le fun d'avoir un autre angle. Vous avez eu un beau lancement pour le livre, une belle couverture. Ah oui, absolument, absolument. Bien, ça, le lancement, on l'a fait au 9410, qui est le restaurant du Centre Bell. Et puis ça, dans le fond, c'est que Chantal avait été inspirée par le lancement de la biographie de Bertrand Raymond, des mémoires de Bertrand Raymond, qui avait fait ça là. Donc, on était là, les deux, Chantal et moi. C'était publié chez Urtubise aussi, donc on t'a invité. Et puis, franchement, elle avait aimé là, tout le setup. Puis, le 9-4-10, c'était symbolique pour Chantal parce que 10 pour Guy Lafleur. Guy Lafleur étant son idole, sa grande idole de toujours, son idole de jeunesse. Donc, oui, c'était vraiment absolument formidable. Ça, Urtubise a organisé ça vraiment parfaitement. Puis, oui, la réception dans les médias a été très bonne, mais ça, c'est l'effet Chantal, là, je pense. Là, c'est une personnalité qui est tellement charismatique, recherchée, que on se doutait bien là, que les médias allaient avoir de l'intérêt et allaient vouloir l'interviewer. On se doute que tu as la piqûre de l'écriture, hein, tu es journaliste à la presse. Est-ce que d'écrire un roman comme ça t'a peut-être allumé quelque chose pour dire, ben celui-là, j'ai aimé ça, ça a fonctionné? Est-ce qu'il y a d'autres projets en vue ou c'est quelque chose que tu dirais pas non? Je dirais pas non. Il n'y a pas de projet en ce moment parce que de toute façon, c'était clair dans ma tête que je voulais prendre l'été qui s'en vient. J'ai quand même, on a travaillé là-dessus pendant 1 an et demi. Non, c'est ça. Mon été 2017, Tu l'as pas vu? Les congés que j'ai eus étaient beaucoup consacrés à ça. Même j'ai été à New York pour regarder le tennis. J'avais amené l'ordinateur quand même pour travailler autour de ça. Donc, c'est ça. Non, je voulais prendre l'été, mais oui, c'est sûr que tout le processus d'écrire un livre, c'était vraiment bien. Là, je te parlais d'à quel point j'ai aimé faire les entrevues, mais les journées d'écriture à la maison aussi, c'était très agréable. Là, donc oui, ça donne le goût, mais pas d'idée précise. Pas à court terme. Pas rien à court terme, mais c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça recommencer. Bien, Guillaume, écoute, on te garde pour la deuxième partie de l'émission. On va parler plus de ton métier de journalisme. On invite les gens à se procurer des avantages numériques, qui est le livre de Guillaume Lefrançois, qui est la biographie de Chantal Maccabée. Donc, restez avec nous. Guillaume est avec nous pour la deuxième partie de l'émission également. De retour à Sport Express pour la deuxième partie de l'émission avec Guillaume Lefrançois, auteur de la biographie de Chantal Maccabée, mais également journaliste à la presse sur le beat du Canadien de Montréal, si tu permets l'expression. Guillaume, avant de parler de ton métier de journaliste à la presse,
Parle-moi de la passion du journalisme. C'est arrivé comment dans ta vie? C'est arrivé complètement par hasard. En fait, quand j'étais tout petit, je lisais le journal, là, je regardais les stats, puis là, je disais que je voulais devenir... En fait, je voulais pas devenir journaliste, je disais statisticien, parce que j'étais vraiment fasciné par les chiffres, les stats, tout ça. Finalement, bon... Au fil de mon éducation, je me suis plus tourné vers l'histoire. Puis je voulais enseigner l'histoire. J'étais rendu à l'UQAM à ma maîtrise en histoire. Wow. Et c'est là que Radio-Can, mon meilleur ami Jean-François Tremblay, travaillait à Radio-Canada à ce moment-là, au site Internet. Puis Radio-Canada avait besoin d'engager des gens pendant les Jeux de Turin en 2006. Okay. Donc, il m'a simplement appelé. C'était devait être pour 3 semaines. Pigiste à Radio-Canada? Oui, juste un petit 3 semaines comme ça pendant les Jeux olympiques à travailler de nuit pour écrire, dans le fond, toutes les nouvelles pendant qu'il ne se passait plus rien à Turin, puis que c'était la nuit à Turin. Ouais. Moi, je m'occupais du site web, puis toutes les petites nouvelles de camps d'entraînement de baseball, puis de choses comme ça qui se passaient. Je faisais des petites nouvelles, j'allais sur le site web. Donc, c'était simplement ça. Et puis, ça devait durer 3 semaines. Finalement, je suis resté 8 ans à Radio-Canada. Wow. Donc, ça s'est vraiment... Ça s'est vraiment présenté par hasard, mais tu sais, même si j'ai étudié en histoire, j'ai toujours été fasciné par le sport. Ouais. Puis j'ai toujours eu quand même une facilité à écrire. Donc là, une fois à Radio-Canada, c'était simplement d'adapter le style d'écriture parce que c'est sûr que le style universitaire, académique est fort différent du style journalistique. Ouais. Donc, on a coupé les adverbes, les phrases trop longues pour vraiment une écriture, une écriture plus journalistique. Donc ça a été l'adaptation, je dirais, qui a été à faire. Mais du reste, là, ça s'est fait quand même assez naturellement. J'ai tout de même fini ma maîtrise parce que j'y tenais comme projet personnel, comme fierté. Et puis, à ce moment-là, je ne savais pas non plus que j'allais rester finalement. Là, ça fait 12 ans que je suis journaliste. Donc, je pensais pas que ça allait durer ici. Pardon un petit peu la transition. Qu'est-ce qui a fait que tu as passé de Radio-Canada à la presse? Il y a eu les compressions de 2014 là, à Radio-Canada qui avaient été quand même assez... Des bonnes compressions. Oui, exactement, assez importantes. Donc, je pense qu'au département des sports, on passait de 75 à 20 employés. Donc, évidemment que la plupart des plus jeunes y passaient. Donc, j'aurais pu rester à Radio-Canada, mais en allant aux Nouvelles Générales. Sauf que là, ça faisait quand même 8 ans que je travaillais en sport. Ça faisait 3 ans à ce moment-là que je couvrais le Canadien. Donc, je trouvais que je commençais à bâtir quelque chose. Puis, donc, je voulais essayer idéalement de continuer comme ça. Donc, je me souviens, quand il y a eu les annonces des compressions, j'étais au Centre Bell. Le Canadien jouait cette journée-là. Donc, j'étais là pour l'entraînement du matin. Puis, les gars de la presse, assez rapidement, sont venus me voir pour me dire, tu sais, on sait ce qui se passe, on se doute ce qui va arriver. Voici le nom de notre boss, envoie-lui un mot. Puis finalement, assez rapidement, ça s'est fait. Eux, de leur côté, cherchaient à ajouter une 3e personne dans la couverture du Canadien. Donc, assez rapidement, là, on a eu 2 rencontres. Puis, quand on parle de contact et de bouche à oreille, je pense que c'est la preuve vivante. Mais ça et de timing aussi. Oui, ça c'est l'autre chose. Si les compressions se passent 1 an plus tard, puis qu'entre-temps, la presse a déjà... donc, tu sais... Oui, là, je sais que j'ai travaillé fort pour me rendre où je suis, mais c'est sûr qu'il y a une question là-dedans de chance et de timing là, qui est ça. Ça arrive ou ça arrive pas, puis j'ai été chanceux. Guillaume, chaque personne qui tripe sur le sport, qui tripe sur le hockey, qui étudie en journalisme, rêve de couvrir le Canadien de Montréal. On le sait, hein, c'est le rêve de... Tu dois rencontrer des jeunes qui vont ton métier, c'est « wow, je rêverais de faire ça ». Parle-nous un petit peu de ton métier de journaliste qui couvre le Canadien de Montréal. Je veux rentrer un petit peu dans les coulisses. Une journée type d'un journaliste du Canadien, il y a une pratique le matin, vous allez dans le vestiaire. Explique-moi un peu comment ça se passe. En fait, la partie la plus fun, je pense, de mon travail, c'est justement quand on me demande une journée type, j'ai de la misère à la décrire parce qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Okay. C'est parce que c'est un travail qui est très peu routinier. Donc, il y a peut-être 5 types de journées types. Il y a une journée d'entraînement où on va simplement à brossard, on regarde l'entraînement, on descend au vestiaire, fait des entrevues, on remonte faire la conférence de presse d'entraîneur, ensuite on écrit. Une journée de match, bien là, c'est autre chose. Là, tu vas à l'entraînement le matin, que ce soit l'entraînement du Canadien ou de l'équipe adverse, exact. Donc, ça, c'est un autre type de journée. Après ça, il y a les journées sur la route, les journées de voyagement. Là, en ce moment, c'est la saison morte. Donc là, c'est les journées au bureau à préparer la suite. Je reviens du repêchage. C'est ça, tu reviens tout juste de Dallas. Tu étais là au exactement, repêchage. Je reviens du repêchage. Là, on revient du repêchage. On prépare les joueurs autonomes
pour le 1er juillet. Il y a le cadre de développement aussi du Canadien qui commence, le 28 jeudi. Donc c'est ça. Donc non, il n'y a pas de journée type, mais c'est sûr que ce qui revient constamment, c'est on est assis dans l'aréna, on regarde des joueurs prêts à s'entraîner ou on regarde des matchs, puis ensuite de ça, il y a un accès aux joueurs, à l'entraîneur pour les entrevues, pour nous permettre d'écrire. On sait que c'est un petit monde, le monde du journalisme, le monde du hockey également. Il y a beaucoup d'informateurs hockey aussi là, qui essaient... Je veux que tu me parles un petit peu de... Tout le monde essaie de sortir la nouvelle en premier avec les médias sociaux, surtout sur Twitter. On va sortir la nouvelle rapidement. Est-ce que c'est difficile de faire sa place, si tu veux, parmi les informateurs hockey? En termes d'informateurs, je te dirais que oui. De toute façon, n'importe qui a le moindrement sur Twitter, tu vois assez rapidement que les nouvelles sortent souvent par les mêmes journalistes. Bob McKenzie, Pierre Lebrun. Oui, c'est ça, exactement. Donc, en français, Pierre Lebrun, Renaud Lavoie qu'on connaît ici. Sinon, Bob McKenzie, Darren Dreger, Elliot Friedman. Donc, c'est quand même un groupe select. Ensuite de ça, oui, il y a quand même moyen de sortir des petites nouvelles à gauche, à droite. Mais, je te dirais que nous... une chose avec ça, c'est qu'aujourd'hui, un scoop, ça ne dure plus très longtemps. Non. Avec les médias sociaux, vraiment, le scoop, il voyage très rapidement. Puis ensuite de ça, ça devient plus tant une exclusivité. Donc, la durée de vie est très mince. Nous, la stratégie à la presse, oui, on essaie malgré tout d'être sur la nouvelle puis de sortir de la nouvelle, mais je pense que il y a aussi un créneau à aller chercher dans l'analyse. Creuser cette nouvelle-là. Oui, c'est ça, creuser la nouvelle, l'analyser, la décortiquer, dans les portraits également, dans les histoires. Donc, tu sais, je te donne un exemple. Quand le Canadien a obtenu chez Weber contre Subban, moi, au mois de septembre, on m'a envoyé 4 jours en Colombie-Britannique, aller voir le village de chez Weber, aller rencontrer sa famille, ses proches, tout ça. Ça a donné un dossier en début de saison où est-ce que, tu sais, ça fait jaser, hein? Voici chez Weber, là, voici le nouveau joueur du Canadien qui a un contrat pendant encore 10-12 ans, là, je ne sais plus. Donc, tu sais, aussi bien apprendre à le connaître parce qu'il va être là longtemps, même si la transaction est impopulaire. C'était quand même important de présenter ce joueur-là qui va être un pilier de l'équipe pendant des années. Donc, ce genre de truc-là, d'aller chercher le côté ça fait humain. jaser, ça fait jaser, ça présente le côté humain. Et puis, au bout du compte, c'est quelque chose qui circule, qui est lu et qui est aussi apprécié qu'un scoop qui, 15 minutes plus tard, en soit plus un. Mais tu étais venu ici, justement, lors du lancement de la Fondation d'Éric Gélina, que les gens connaissent très bien ici dans la région. Puis je pense que ton article avait permis également de découvrir l'autre côté du joueur de hockey qui redonne aux enfants de cette communauté. C'est ça, exactement. Parce que, tu sais, les joueurs de hockey, on les voit beaucoup au quotidien, aux nouvelles, justement dans des entrevues après un entraînement, après un match. Puis c'est vrai que dans ces entrevues-là, en général, toutes les entrevues peuvent un peu se ressembler. Puis oui, c'est vrai que les joueurs vont souvent répondre des clichés. Alors, quand on a des occasions comme ça de s'asseoir avec le joueur puis de le présenter davantage, puis de le présenter dans un autre contexte que celui du hockey, c'est ça. C'est là, je pense que ça devient intéressant parce que ça donne un accès aux fans de hockey de voir c'est qui ces personnes-là. Puis, tu sais, c'est ça notre travail, le média. Le média, ça le dit, on est l'intermédiaire entre les gens, les lecteurs, et puis, nous, dans notre cas, c'est le hockey, ça peut être les artistes, les politiciens, peu importe. Donc, c'est à nous, finalement, d'être dans le milieu puis de présenter aux gens c'est qui ces personnes-là qui suivent avec intérêt. Si je te demandais, en 12 ans de carrière, ton meilleur coup en tant que journaliste ou meilleur scoop, est-ce qu'il y en a un qui te vient en tête? Je te dirais, meilleur coup, je te parlais de le dossier chez Weber. J'étais particulièrement fier quand même de celle-là. Ça, j'étais content. Sinon, tu sais, je pense aussi à une entrevue avec Manny Malhotra qui est seulement resté un an à Montréal, mais il y avait une histoire fascinante à raconter avec lui. Puis j'avais été le premier à la raconter, qui était que cette saison-là, il était le dernier coéquipier le dernier joueur à avoir joué avec Wayne Gretzky, qui était encore dans la Ligue nationale. Donc, puis évidemment, c'était un prétexte pour le faire parler de Wayne Gretzky, puis c'était fascinant. Il était assis à côté de lui dans le vestiaire. Malhotra avait été un choix de premier tour. Donc, il y avait vraiment tout plein d'histoires à aller chercher avec ça. Donc, je dirais que ce genre d'histoire-là, moi, c'est plus ça que je retiens. Sinon, des scoops, comme je te dis, ça dure tellement pas longtemps. C'est sûr que j'en ai pas à tous les jours comme Bob McKenzie, mais ceux que j'ai eus, ça dure pas très longtemps. Donc oui, j'ai des petits bouts d'informations comme ça qui me viennent en tête, mais c'est vraiment plus ces histoires-là que j'ai pu présenter, dans lesquelles j'ai pu présenter aux gens
des bonnes histoires, c'est plus ça que je retiens puis dont je suis fier. J'ai plus de temps, mais j'avais quand même une dernière question, donc je vais la poser. Souvent, les gens vont se demander, est-ce que les journalistes sportifs qui côtoient les joueurs de hockey, est-ce que vous avez une relation, est-ce que vous allez vous lier d'amitié ou ça reste strictement professionnel, ces relations-là? Ça reste très professionnel. Moi, personnellement, je me trace quand même une ligne. Ouais. Donc, les joueurs, je leur parle à l'aréna ou dans les événements publics, ouais. mais je ne vais jamais... Là, tu ne vas pas côtoyer, là. C'est ça, je ne vais jamais côtoyer. Mais c'est sûr qu'après ça, une fois dans le vestiaire, une fois dans ces contextes-là, il y a certains joueurs avec qui tu as plus d'affinité, justement. Puis Éric Gélina en est un. Et Éric est quelqu'un d'absolument simple et attachant. Donc, tu sais, c'est super le fun de parler avec lui. Daniel Brière en était un aussi. On le croise encore parce qu'il travaille maintenant pour les Flyers. Donc, quand on couvre des matchs à Philadelphie, on le croise. Puis, donc, il y a des joueurs comme ça vers qui c'est naturel d'aller. Puis tu prends des nouvelles, prennent des nouvelles de toi. On parlait de Philippe Danault, de l'édition actuelle du Canadien. Dans l'édition actuelle, là, Philippe Danault, exactement. C'est sûr que j'imagine que c'est peut-être un peu comme réflexe naturel, c'est souvent avec les joueurs québécois, parce que c'est ça, parce qu'il y a peut-être un lien plus naturel qui se fait là. Mais ouais, ces joueurs-là, je dirais, font partie de ceux qu'on apprécie beaucoup. Bon, mais Guillaume Claude, notre régisseur, me fait des yeux, donc je vais reploguer ton livre, donc Des avantages numériques, la biographie de Chantal Maccabé, écrite par Guillaume Lefrançois. Guillaume, merci beaucoup d'être venu à l'émission. C'était très agréable. Merci, ça va donner un autre côté aux téléspectateurs là, du métier de journaliste et du métier d'auteur. Merci d'être passé. Je te souhaite un bel été. Merci. Merci. De retour à Sport Express et Alex, pour la dernière fois, il y avait du NASCAR. Exact, il y avait du NASCAR en fin de semaine. C'était la série Monster Energy de NASCAR. Hey, je vais inviter pendant ce temps-là toute la gang, l'équipe de Sport Express. On va les nommer à la fin de venir nous rejoindre un peu en arrière. Présentation le week-end dernier, donc du Toyota Safe Smart 350 sur le circuit routier de Sonoma Raceway. C'est à cause d'eux autres qu'on fait du maudit NASCAR plate. Alors, Martin Truex Jr. a remporté cette course sans trop de difficulté après avoir mené. Vous savez qu'il avait mené 65 des 110 tours de l'épreuve. Oui, Kevin Harvick et Ken Boyer, bien connu dans sa famille, ont complété le podium. LJ Allmendinger et Demi Hamlin ont remporté les 2 premières étapes. J'ai jamais compris encore les 3 étapes de NASCAR. Classement des pilotes, Kyle Busch, Kevin Harvick, Joe Logano, Brad Keselowski, Martin Truex Jr. Prochaine course est dimanche le 1er juillet à 14h. C'est le Chicago Speedway à Joliette, en Illinois. Rapidement, c'est Xfinity. Alex Labbé, c'était en pause la semaine passée. Il n'y a rien arrivé. Hey, tu nous confirmes-tu pour septembre? Oui, absolument. Oui, c'est fait. On est là. Hey, merci tout le monde. Merci tout le monde. Bon été. On se reparle en septembre. Bye bye.